pourquoi c'est encore un tel défi? OK, il y a ma grand-mère qui est au village, je veux lui envoyer un peu d'argent pour qu'elle se soigne ou autre. Pourquoi c'est encore aussi compliqué maintenant? Bon, je vois trois raisons fondamentales à cela. Mmh. La première étant la position géostratégique de l'Afrique dans le monde. Je pense que tous les pays de l'Afrique sont placés sur des listes grises ou noires de Gafi. C'est des pays dits à risque OK, élevé d'accord. financièrement. Quand les Émirats ont été mis d'ailleurs sur une liste grise, ça a duré 24 heures. Tous les diplomates du monde se sont levés tout de suite. Ça a tapé à toutes les portes et la liste a changé. Les besoins en maisons individuelles en Afrique sont évalués à plus de 100 milliards. Tout le monde sait que pour qu'on puisse développer justement ce continent, il faut qu'on puisse envoyer de l'argent. Donc directement bloquer la source de revenus, c'est en quelque sorte mettre des bâtons dans les roues au développement du continent africain. Qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là? Tu aimes évoquer des sujets politiquement sensibles. Il faut. Les gens doivent savoir. Bonjour et bienvenue dans Les Clés de l'Afrique, le podcast qui t'ouvre les portes de l'immobilier sur le continent. Ici, on te donne toutes les clés pour comprendre, saisir les opportunités et bâtir ton patrimoine immobilier en Afrique. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet qui, je pense, touche énormément de personnes de la diaspora, à savoir le transfert d'argent sur le continent, notamment le transfert de sommes assez importantes dans le cadre de l'immobilier. Et pour nous en parler, je suis vraiment très contente d'accueillir Demba Dembélé, qui est le cofondateur de Danapay, qui est une solution de transfert d'argent sur le continent. Alors, bonjour Demba, comment tu vas? Bonjour Christelle. Bien installé, nickel? Nickel, tout Parfait. est parfait. Alors, on va commencer. Est-ce que tu pourrais commencer par un peu, te présenter, parler un peu de ton parcours, ce que tu as fait avant d'arriver à la création de Danapay? Bien sûr, avec grand plaisir. Donc, comme tu l'as dit, je suis Demba Dembélé, Oui. malien d'origine, pas que d'origine d'ailleurs. Je suis né et grandi au Mali D'accord. jusqu'au baccalauréat. Et après le bac que j'ai eu avec la mention bien, Oui. j'ai eu l'opportunité de venir en France D'accord. pour faire des études. Alors, à l'époque déjà, pour contextualiser un petit peu, je pensais faire une carrière dans la diplomatie. D'accord, Parce ok. que j'avais les contacts faciles, j'aimais aller vers les gens. Et donc, j'ai fait des études de droit dans cette optique-là. Mais comme on dit, quand on sort de droit, on peut tout faire, Oui. à condition d'en sortir. Donc, j'ai fait mes études de droit à la fac à Paris, ici, à Nanterre, puis à Saclay, pour le master. Et je commence à travailler dans un cabinet d'avocats. D'accord. Donc, les opportunités amènent à changer de vision de carrière. Donc, je me dis que je vais faire avocat. Je commence à travailler dans un cabinet d'avocats. Et c'est dans ce cabinet d'avocats, on faisait beaucoup de droits des étrangers. D'accord. Et donc, j'ai l'opportunité de rencontrer pas mal d'associations maliennes, comme ça, dans les foyers, qui font des démarches administratives pour les membres. D'accord. Et donc, je m'occupe de ces dossiers-là. Et en discutant avec eux, je me rends compte qu'ils ont beaucoup de difficultés à envoyer de l'argent au village à l'époque. D'accord. Et donc, les premières germes du projet viennent de là. Ok. Et ensuite, je vais travailler en banque. Donc, je fais un peu de conformité, puis en banque privée, dans la gestion de patrimoine, en banque privée, quoi. C'est la banque où les millionnaires et les milliardaires viennent placer leurs fonds. Voilà. Et donc, j'ai fait ça pendant quelques années avant de tout quitter pour me mettre à temps plein sur Danapay depuis 2 ans et demi maintenant. D'accord. Donc ici, tu viens de nous expliquer un peu d'où vient cette idée, mais tu es cofondateur. Donc, tu as également un associé. Comment vous vous croisez et puis comment cette idée va évoluer jusqu'à ce qu'on connaît maintenant, quoi. Absolument. Merci. Donc, partant de là, je commence à regarder ce qu'on peut faire. Je prends quelques noms de villages, de villes qui sont prêts à utiliser la solution. Quand je te dis que les personnes n'avaient pas de solution pour envoyer de l'argent, c'est vraiment... C'était Western MoneyGram à l'époque. D'accord. Dans les villages, quand il n'y a pas de banque, il n'y avait pas de solution. Il n'y avait rien, ok. Donc, ils envoyaient de l'argent à Bamako. Et une partie de la famille récupérait ça pour faire le trajet jusqu'au village pour aller distribuer. Ok. Donc, je me suis dit, on est en 2019, je vais quand même trouver une solution pour que l'argent aille jusqu'au village. Ouais. Donc, je me dis qu'on va prendre sans doute les pharmaciens, les boutiques dans les villages, comme les points de retrait, à qui on va confier les fonds, qui vont distribuer aux familles. Et en fait, en continuant mes recherches, je me rends compte que la problématique est présente partout en Afrique. Moi, je m'étais intéressé du cas du Mali.
Partout, il y a des villages éloignés. En C'est Côte la même d'Ivoire, chose. absolument dans tous les Ok. pays. Et donc, j'arrive à la partie technique. N'étant pas technique, moi, j'avais les compétences juridiques et financières, D'accord. mais pas les compétences techniques. Donc, je contacte une amie qui fait de l'informatique D'accord. pour qu'elle me chiffre combien ça me coûtera de développer une application de transfert d'argent. Et c'est elle qui me dit, mais non, je connais un autre Malien qui a exactement le même projet que toi, qui s'appelle Moussa Dambélé, D'accord. Ok. et qui nous met en contact. Et tout de suite, ça a été un match parfait parce que dès le premier appel, on est resté au téléphone 3 heures. Oufti, ouais. Ok, d'accord. Le feeling est passé tout de suite. Tout de suite, D'accord. ouais. Et même ambition, même niveau professionnel, gros bosseur aussi, je dois le reconnaître. Oui. Parce que j'avais fait quelques tentatives avec quelques personnes qui n'avaient pas fonctionné parce que vous savez ce que c'est. Hein. Au niveau du Au travail. niveau du travail, ouais. quand on est associé avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes priorités. Il faut les mêmes valeurs, quoi. Exactement. Ouais. Là, je trouve vraiment mon âme sœur professionnelle. Ça, c'est très bien dit, ça. Et donc, voilà comment on commence à évoluer petit à petit et à découvrir le marché abyssal que c'est. Et selon toi, pourquoi c'est encore un tel défi de pouvoir envoyer... Parce que c'est quand même quelque chose qui est assez banal, quoi. On devrait pouvoir se lever. OK, il y a ma grand-mère qui est au village, je vais lui envoyer un peu d'argent pour qu'elle se soigne ou autre. Pourquoi c'est encore aussi compliqué maintenant? C'est une question, c'est une très bonne question, mais difficile, que je traiterai en 3 temps. OK. Bon, je vois 3 raisons fondamentales à cela. La première étant la position géostratégique de l'Afrique D'accord. dans le monde. Dans le monde. Aujourd'hui, vous le savez tous, l'ensemble, peut-être qu'il y a des pays dont je n'ai pas connaissance, mais je pense que tous les pays de l'Afrique sont placés sur des listes grises ou noires de Gafi. D'accord. D'accord. Pour ceux qui ne sont pas de la finance, c'est des risques c'est des pays dits à risque élevé, D'accord. Ok. financièrement. Ça, c'est la première chose. La deuxième raison, mais je reviendrai là-dessus tout de suite. Hein. La deuxième raison, c'est que les acteurs qui s'occupaient du transfert jusque-là, Oui. avant l'arrivée des acteurs comme nous, ils font de la monnaie électronique. OK. Et réglementairement, la monnaie électronique est faite pour des transferts de petites sommes, OK. de détails. Et eux, n'ayant pas toute la finesse de la connaissance du marché des Africains, Oui. ils avaient pris comme postulat de départ, on prend un Africain de base, gagne le SMIC, donc la moitié du SMIC, il peut envoyer ça par an au pays. On va limiter ça à 5 000 € par an. D'accord, OK. Ce qui faisait que chez tous les acteurs traditionnels, jusqu'à présent, c'est le cas, hein, D'accord. vous êtes limité à 5 000 à 6 000 € par an de transfert. D'accord. Donc, quand vous avez un transfert qui sort du cadre, vous êtes tout de suite flagué. Ouais. Fiché. Fiché, on peut le dire. Et sans compter les cas des cadres. Aujourd'hui, les Africains ne sont plus du tout, en tout cas pour la bonne partie des SMICards. Beaucoup de cadres gagnent bien leur vie, Oui. ont la capacité d'envoyer un SMIC par mois Oui. au pays. Et ça ne passe pas par ces acteurs traditionnels. Ça ne D'accord. peut pas passer parce que structurellement, ils ne sont pas faits pour ça. Donc, pour revenir à ce que je disais Oui. pour la première raison, qui est la présence des pays africains sur la liste Oui. de sanctions, liste grise et tout ça, bah, en réalité, comment cela se justifie? Aujourd'hui, on dirait qu'il y a une circulation de cash. L'Afrique n'est pas la seule zone où il y a une circulation de cash. Si vous voyagez souvent dans le Golfe, à Dubaï, qui est très célèbre aujourd'hui, Oui. vous avez beaucoup de circulation de cash. Mais eux n'ont pas ce problème-là. Non. Quand les Émirats ont été mis d'ailleurs sur une liste grise, ça a duré 24 heures. Mais vraiment, 24 heures. 24 heures. Tous les diplomates du monde se sont levés tout de suite. Ça a tapé à toutes les portes et la liste a changé. D'accord. Mais ça, c'est parce qu'il y a un C'est pouvoir. incroyable. Mais oui. Et nous, on ne l'a pas, en fait, ce pouvoir-là dans le monde, de pouvoir dire, OK, on a pris telle sanction sur nous, à faire en sorte que ça change. On n'a pas cette force-là. Ça, c'est un de nos problèmes, je pense, Pour l'instant. de l'Afrique. Ouais. Pour l'instant, on n'a pas cette force-là, mais je pense que ça va venir. OK. Ça va venir dans les prochaines années. Ok. Ok. C'est intéressant. Pour quelle raison tu penses ça, en fait? Qu'est-ce qui fait que voilà, les Émirats, par exemple, ont en 24 heures pour dire « Ok, non, avec nous, on ne joue pas de cette manière-là. Ouais. On arrête tout de suite ».
quel est justement le critère, tu pourrais me dire, qui fait qu'eux ont un poids sur cette décision qui a été prise et que nous, on n'a pas du coup? Bien, il y a une formule du général de Gaulle que les Africains ont du mal d'ailleurs à accepter jusqu'à présent. Il disait que la France n'a pas d'amis, la France a des intérêts. Ouais. Mais c'est le cas de tous les États. Mhm. Donc, quand tu es face aux Émirats, le poids économique que ça représente, Oui. moi j'ai travaillé dans une banque émiratie. Mhm. La banque privée dont je vous parlais, c'était une banque émiratie et je sais le nombre de patrimoine immobilier que chaque émirati a à Paris. Ok. Donc, sur les champs, les hôtels particuliers, l'investissement dans les hôtels, Georges V, sont détenus par ces familles-là. Ok. D'accord? Sans compter les financements qu'ils apportent à l'industrie, aux startups. Vous avez sans doute entendu parler d'un fonds qui vient d'être lancé pour l'IA. Ah, non. Non, pas courant. Il y a eu un sommet de l'intelligence artificielle à Paris il y a quelques jours. Oui, ça je me rappelle en effet. Bah, les Émirats ont proposé d'apporter 50 milliards, un truc comme ça. Ok, d'accord. Donc, j'ai dit ça pourquoi quand on est face à quelqu'un qui a la capacité de nous apporter quelque chose de grand, Oui, oui. on est plus attentif à On ces réfléchit arguments. à deux fois, Avant de prendre des mesures. dans les négociations. Les négociations, en réalité, ce n'est pas plus compliqué que ça. Hein. Oui. C'est le poids que l'être a en face. Et si la personne n'a rien à nous reprocher, la personne n'a pas de capacité de pression, la personne n'a pas d'intérêt à nous retirer, on est plus fort pour négocier. Plus fort pour négocier. Ouais. Et justement, maintenant, pour revenir au deuxième point, c'est-à-dire que tu penses que cela va changer? Je pense que cela va changer parce que c'est un phénomène que j'observe de plus en plus, mais que je n'entends pas encore dans les discours médiatiques. Il y a un vieillissement de la population incroyable en cours en Europe. Oui. Vous l'avez vu au Japon, en Chine. Oui, oui, oui. En Europe, c'est bientôt le cas. En fait, les statistiques sont sorties récemment. Le nombre de décès atteint le nombre de naissances. Ok. Ouais, vraiment. Actuellement, le nombre de décès a atteint le nombre de naissances. Ah oui, en France. C'est le cas un petit peu dans tous les pays d'Europe. Ok. Donc, quand cela arrive, il y a deux solutions. Soit l'immigration, pour compenser. Combler, ouais. Il y a déjà une immigration à peu près, à mon avis, qui n'est pas loin du maximum. Parce qu'aujourd'hui, les infrastructures se mettent en place en Afrique et les gens ont de moins en moins envie de bouger. Tout à fait. Ce n'est jamais un plaisir de quitter sa famille. Quand je dis sa famille, c'est la grande famille au sens africaine. Oui. Même le phénomène inverse, on parle beaucoup des ripates, des personnes qui sont ici et qui retournent aussi. De plus en plus, voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que soit il y aura des immigrés pour venir combler, donc c'est déficit de main-d'œuvre, soit les Européens vont devoir prendre leurs épargnes pour aller investir là où il y a la main-d'œuvre. Donc, créer des usines en Côte d'Ivoire, au Sénégal, et investir aussi dans ces pays-là. Et c'est là où les rapports vont changer. Si l'épargnant français, si les banques, les fonds d'investissement savent que c'est en Afrique qu'ils vont investir les fonds, le discours politique va changer. Et c'est là où, effectivement, on aura cette capacité de dire non, sortez-nous de cette liste. Et en attendant, avec Danapay, quand même, on essaye de notre côté. On a déjà réussi à mettre en place pas mal de choses, d'offrir des possibilités de transfert de montants assez élevés. Plus important, jusqu'à 70 000 euros vers l'Afrique. Et voilà, ça, c'est quelque chose qu'on a réussi à mettre en place et qui, j'espère, va se multiplier avec d'autres acteurs dans le temps. Ouais. Et d'ailleurs, pour revenir à ça, justement, parce que maintenant, un point que j'aimerais aborder, c'est justement, voilà, on a un peu fait une introduction sur les problématiques en termes de transfert d'argent. Envoyer de l'argent sur le continent, c'est pas facile, c'est compliqué. Et justement, ici, donc, tu m'as parlé d'envoyer de grandes sommes. Donc, de manière générale, on envoie de petites sommes à la famille, par exemple. Mais envoyer de grandes sommes, en général, c'est assez compliqué. Comment est-ce qu'on fait? On passe par qui? Qui est-ce qu'on peut faire confiance? Et en général, voilà, on est bloqué. On nous dit, on doit commencer à ramener en quelque sorte pas mal de preuves sur la table en disant pour quelles raisons est-ce que je réalise cette transaction. Tout est tracé maintenant. Et donc, justement, je voulais savoir par rapport à ça, comment est-ce que tu as pu faire en sorte justement de proposer et d'amener cette solution au fait d'envoyer de grandes sommes d'argent?
Parce qu'il faut quand même se le dire. Hein, et ici, on parle souvent d'immobilier en Afrique. Quand on veut faire quelque chose de grand sur le continent, souvent on a besoin d'envoyer de grandes sommes d'argent. Pour que les choses avancent, pour qu'on puisse développer justement le continent, il faut qu'on puisse envoyer des sommes d'argent assez conséquentes. On est d'accord. Du coup, comment est-ce que vous avez fait en fait? On est d'accord. Je te remercie pour cette question. Donc, lorsqu'on a commencé, je t'ai dit, on partait sur le transfert entre particuliers, comme tout le monde. Mais en faisant nos études de marché, on se rend compte rapidement qu'aujourd'hui, 17% de l'envoi total, de ce qui est chiffré, hein, parce que je ne vous parle pas des transferts en sous-mai, dans le secteur informel qui ne sont pas tracés. 17% de l'envoi officiel est destiné à l'investissement dans l'immobilier. 17%. 17%. Donc, le total des envois en 2024 est chiffré à 100 milliards de dollars, d'accord, de l'ensemble de diaspora vers l'Afrique. Et donc, sur ces 100 milliards-là, 17% vont à l'immobilier. Et on s'est dit, il y a quand même quelque chose à faire. Parce que les questions que tu viens de poser, c'est exactement les questions qu'on s'est posées. Comment faire pour sortir de là? Et comme je vous ai dit que la première raison, c'était le mobile money. La monnaie électronique est faite pour les paiements de détail. Pour faire des gros montants, c'est soit les banques, soit il n'y avait pas d'autres solutions. C'est là où on a changé de paradigme. On est parti chercher une licence de trading en crypto-monnaie aussi. Ah, ok, en crypto-monnaie. En crypto-monnaie. Ok. Donc, ce qui fait que aujourd'hui, quand on fait des gros montants, ce qu'on fait, l'euro qu'on prend, on les transforme en crypto-monnaie, mais stable, et donc qui n'est soumise à aucune volatilité. Je rassure les gens, ce n'est pas des bitcoins, il y a des cryptos stables qu'on prend, ensuite qu'on envoie en Afrique, et c'est ces cryptos qui sont ensuite échangés localement dans la monnaie, locale. Et c'est comme ça qu'on arrive à bypasser l'ensemble de ces contraintes-là. Avec la limite de somme. Les limites de montant et les difficultés d'échange entre les deux continents. C'est comme ça qu'on a réussi à résoudre. Donc, c'est un changement fondamental de paradigme dans le secteur, ce qu'on a amené en réalité. Voilà. Ça, c'est top, ça. Parce que, et concrètement, ça veut dire que si, par exemple, je vais envoyer une grande somme, c'est quelque chose qui se fait peut-être aussi en arrière-plan. Donc, c'est pas forcément quelque chose que moi, je vais... Parce que quand on parle de crypto-monnaie, les gens ne connaissent pas forcément comment ça fonctionne, le fonctionnement, etc. C'est assez intéressant parce que, justement, on allait également y venir. Mais, donc, c'est-à-dire que ça se passe en arrière-plan. Donc, je vous contacte, donc, votre équipe, et donc, je fais une transaction. Et automatiquement, en fait, il y a cette transaction qui se réalise et les modifications, les transactions entre la crypto-monnaie et donc la monnaie locale. Exactement. C'est fait totalement en back, comme tu dis. Le client ne voit pas du tout ça. On a des applications mobiles, web, que le client télécharge, crée son compte. Et sur son application, il voit euro ou CFA. Il y a une wallet à plusieurs devises. Donc, il n'y a vraiment pas, il n'a pas d'interaction avec les cryptos. Mais ensuite, lorsqu'il fait son envoi, il indique le pays, le compte de la personne. Parce que quand on envoie des montants élevés, c'est sur le compte bancaire en général d'un acteur immobilier, d'un promoteur. Et donc, tout ce qu'il a à faire, c'est d'indiquer ça. Ensuite, de choisir sa méthode de paiement. Quand on parle de grosses sommes, forcément, il faut que ce soit par compte bancaire. Les plafonds des cartes bleues sont assez légers, on va dire légers. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on donne notre RIB d'un compte français à la personne. La personne a juste à faire un virement CEPA sur notre compte. Nous, dès qu'on reçoit les fonds, on fait donc notre cuisine interne pour transformer ce qu'il faut et envoyer de l'autre côté. Tout ce que lui, il voit, c'est CFA qui arrive de l'autre côté. C'est aussi simple que ça. Et aussi pour revenir sur un point, parce que donc, c'est toujours un point qui depuis que tu l'as mentionné, qui me titille un petit peu, c'est le fait qu'on nous a classifiés, en termes, les pays africains de manière générale, on nous a mis justement sur cette liste noire. Et j'essaie un petit peu de comprendre qu'est-ce qui a vraiment fait et quels sont les critères qui ont été pris en compte pour se dire, OK, les pays africains, on va les mettre sur cette liste noire. Et aussi, deuxième question, c'est est-ce qu'il n'y a pas aussi une sorte d'agenda derrière? Parce qu'on sait que le continent doit se développer, il faut dire les choses. Mais tout le monde sait que pour qu'on puisse développer justement ce continent, il faut qu'on puisse envoyer des transactions, il faut qu'on puisse envoyer de l'argent. Donc directement bloquer la source de revenus, c'est en quelque sorte
mettre des bâtons dans les roues au développement du continent africain, en quelque sorte. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là? Tu aimes évoquer des sujets politiquement sensibles. Il faut. Les gens doivent savoir. Les gens veulent savoir. Ok, pour répondre à ta question, tu aimes des questions politiquement sensibles quand même, mon cher ami. Alors, effectivement, tous les pays, et ce n'est pas nouveau, et Trump vient faire la démonstration parfaite au monde entier, tous les pays ont toujours jalousement gardé leur monnaie. D'accord? On peut ne pas être d'accord, on peut le reprocher aux États européens, mais effectivement, au demeurant, je suis le propriétaire de l'argent que j'ai gagné. Je dois en disposer librement et en faire ce que je veux. Oui. Mais sauf que sur le plan monétaire, ça ne fonctionne pas comme ça. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la balance des paiements courants. C'est la différence de flux dans un sens et de l'autre des opérations entre les États. D'accord. Et c'est l'un des gros soucis de Trump aujourd'hui, parce qu'il y a un déséquilibre de l'Europe, des États-Unis vis-à-vis de l'Europe sur la balance des paiements courants. Dû au fait que les Européens vendaient, notamment les Allemands, vendaient beaucoup de voitures aux États-Unis. Les Américains vendent des services en Europe, mais ce n'est pas suffisant pour équilibrer cette balance. Et donc, tout l'enjeu de Trump, c'est de faire en sorte d'arriver à rééquilibrer cette balance. C'est parce qu'en quelque sorte, c'est comme si ton argent traînait dehors. Et en fait, c'est à peu près la même chose avec l'Afrique. Comme on n'a pas des pays qui ont des fortes relations commerciales avec l'Europe, on n'importe plus beaucoup d'Europe. Nos commerçants se tournent vers Dubaï, vers la Chine. Donc, il n'y a pas beaucoup de flux de l'Afrique vers l'Europe, en réalité. Et tu as cette masse, je viens de te le dire, de 100 milliards qui vont des poches des travailleurs vers l'Afrique. Comment est-ce qu'on fait pour rééquilibrer? Donc, c'est le sujet, en réalité, qui fait que voilà. S'ils ouvrent Open à tout le monde, il va y avoir beaucoup plus que les 100 milliards en réalité. Donc, est-ce que, sur un plan purement économique, le protectionnisme, même si tout le monde les dénonce du côté chinois, du côté américain, tout le monde en fait un petit peu. Tout le monde essaie de garder un petit peu ses fonds. Donc, ça ne peut pas être interdit, parce qu'on doit disposer librement de nos fonds, mais ils essayent de limiter autant que possible. Autant que possible. Voilà, tout simplement. Et là, c'est le point le plus important, c'est-à-dire que c'est la plupart du temps des institutions qui ne sont pas elles-mêmes africaines. Donc, le fait de créer des institutions financières africaines permet justement de pallier à ça. Parce qu'on peut comprendre, quand on se met, disons, à la place de l'Occidentaux, on peut comprendre que, voilà, protectionnisme, le but ici, c'est pas forcément de commencer à ouvrir la valve, ouvrir les portes. Et donc, c'est pour ça également que, justement, cette solution que tu proposes avec ton cofondateur, c'est-à-dire qu'apporter justement cette solution où on peut envoyer des sommes conséquentes sur le continent, c'est ce dont on a besoin, en fait. Ça, c'est vraiment une très bonne chose. Merci. C'est exactement ça. Et comment on arrive à le faire, justement, je vous ai parlé des cryptos. Ben là, c'est un achat. Là, c'est difficile de me limiter. Si j'ai fait un achat sur Amazon, si j'ai fait un achat sur... c'est un achat de crypto-monnaie que tu fais. Que tu es libre d'envoyer ensuite de l'autre côté. Et c'est comme ça qu'on arrive à se sortir un petit peu à tirer un petit peu notre épingle du jeu. En tout cas, vous avez bien trouvé le truc. Oui, mais on n'est pas encore assez gros pour servir tout le marché. D'accord. Là, on parle que de la France. On a pas mal de clients en Belgique. Mais il y a tout le reste de l'Europe à prendre. Plus les États-Unis, plus le Canada. Donc, il reste du chemin. Et dans 5 à 10 ans, le futur des paiements, des transactions en Afrique, tu le vois comment? Est-ce que tu penses que les choses seront aussi simples que ici en Europe, par exemple, quand on va envoyer de l'argent? Comment tu vois la chose? On a encore beaucoup de boulot. Il y a, alors, 5 ans, je ne dirais pas 5 ans, mais à horizon de 10 ans, pour la combinaison des deux facteurs dont je t'ai parlé, on essaye de faire ce qu'on peut, nous, avec le développement de la technologie. Il y aura de plus en plus de solutions, à mon avis. Donc, avec des acteurs comme nous, il y aura déjà des solutions. Mais aussi, les jours où il y aura ces changements de mentalité, parce que c'est ce qui s'est passé au Japon.
La population japonaise étant très vieillissante, ils avaient beaucoup d'économies. Naturellement, quand on vieillit, on a de l'économie, de l'épargne de côté. Oui. Les Japonais sont ceux qui détiennent le plus de dettes américaines ici, à équilibre avec les Chinois. Ok. Les Japonais investissent énormément à l'étranger. En fait, il y a une formule économique que j'aime beaucoup. C'est le reste du monde qui paye la retraite des Japonais. Ils ont compris qu'ils n'auraient pas d'immigrés pour faire tourner les usines. Ils ont compris que la population est vieillissante, ils ne peuvent pas relancer la démographie. Oui, oui. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris cette manne financière qu'ils avaient pour l'investir en Europe, aux États-Unis. Donc, chaque année, ils ont ces retours sur investissement qui rentrent pour financer l'économie nationale, pour financer les retraités. Ok. Et en fait, c'est pour ça que je pense que ça va être la même chose au niveau européen. Et donc, dès qu'on arrivera à ce changement de mentalité, où les Européens verront... De toute façon, tout est presque saturé On n'a en pas Europe. le choix. Les taux de livret A, c'est quoi? C'est 2%. En France, en tout cas, je ne sais pas combien ça fait en même Belgique. C'est moins. encore moins. Encore C'est moins que ça. Voilà. Oui, oui, Je on pense qu'on souffre. je pense qu'on arrive en dessous des 1%. Ah ouais. Oui, c'est pas, on n'est pas à 2. Hein. Donc, quand ils vont se rendre compte qu'il y a des rentabilités à 5%, je ne vous l'apprends pas, dans l'immobilier à 10% Oui. en Afrique, Oui, beaucoup d'épargne vont se tourner vers l'Afrique. d'accord. Et en fait, dès qu'il y aura cette ouverture-là, ben, les pressions politiques vont changer de sens. Ok. C'est eux qui vont dire, les gars, est-ce qu'on peut ouvrir une usine au Sénégal? Est-ce que vous avez un espace pour ouvrir une usine de telle marque en Côte d'Ivoire? Parce que la main-d'œuvre est là. Donc, ils vont venir travailler sur place. Les capitaux vont venir. Oui. Et pour que les capitaux viennent, il faut une ouverture. Ok. Et donc, à partir de là, effectivement, je pense qu'on arrivera à cette étape de transfert aussi facile que un transfert. Tu dis un transfert européen, mais en réalité, tu fais un virement vers les États-Unis, c'est aussi facile. Hein. Tu fais un virement vers le Canada, vers le Japon, c'est aussi facile. Ok. Parce qu'il y a cet échange-là qu'on a compris, qu'on a besoin l'un de l'autre. Ça sera exactement la même chose. D'accord. Ok. Et je vais peut-être jouer l'avocat du diable. Il aime bien faire ça. Parce que du coup, ici, ce qui se passe, en fait, en quelque sorte, c'est que tu me dis qu'on va, ou voilà, les grandes sociétés, une fois que les pays, on va dire, occidentaux vont se rendre compte qu'ils ont besoin, justement, voilà, d'investir ces capitaux en Afrique, comme, voilà, tu as donné l'exemple avec le Japon. Mais est-ce que quelque part, ils ne le font pas déjà, peut-être d'une autre manière, mais parce qu'il y a déjà souvent, j'ai l'impression que les grandes entreprises du moins, ou certaines entreprises occidentales, remarquent le potentiel de l'Afrique avant que l'Africain lui-même remarque le potentiel de son propre terrain, de sa propre terre en quelque sorte. Et donc eux-mêmes viennent déjà investir, voilà, que ce soit des usines, que ce soit autre, que ce soit tout ce qui est minerai ou ressources, matières premières de manière générale. Ils se rendent eux-mêmes plus compte de la richesse qu'il y a au continent que l'Africain lui-même. Et c'est là où je me dis, mais en fait, est-ce qu'ils ne le savent pas déjà? Difficile de te donner tort. Hein. Difficile de te donner tort. On peut citer la téléphonie aussi. Oui, c'est vrai. Avec Orange. Il y a plein d'autres cas, effectivement. Ouais. Les assurances. Des assurances. Ouais. Mais là où je nuancerais, c'est que ce n'est pas encore un discours assumé. Ok, ouais. Tu vois? C'est fait un peu en soum-soum. Voilà. Okay. C'est pas encore un discours assumé officiel. Les jours où ça sera un discours assumé officiel, que les banques diront, les fonds qu'on a, on va les placer sur telle société en Afrique, on va les placer sur tel marché, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Une bonne partie des mannes financières, quand même, au-delà de l'investissement des entreprises, même si c'est des grands groupes, c'est les banques qui le font. Ok. C'est lorsque les traders vont décider d'aller investir massivement sur telle boîte. Okay. Vous connaissez les boîtes américaines, qui sont les plus grosses capitalisations mondiales. Et donc, ça sera bientôt, à mon avis, dans les 10 ans, la même chose sur les sociétés africaines. Et donc, c'est là où ce changement fondamental arrivera. Mais là où tu as raison, il faut absolument qu'on prenne conscience de ça, parce que c'est maintenant qu'il faut faire. Si on ne commence pas maintenant, on se fait dépasser. Exactement. C'est un jeu de Monopoly, en fait, en quelque sorte. Mais oui, je connais plein de sortants des grandes écoles ici, des polytechniques, des trucs qui vont direct s'installer en Afrique pour faire leur boîte. Ok. Donc, si vous avez commencé, nous on essaye aussi à notre niveau de faire ce qu'on peut, mais il faut absolument qu'on soit à la base
pour maîtriser ces infrastructures-là. Oui. Sinon, on va se faire dépasser. Sinon, on sera locataire chez nous. On sera locataire chez nous. Exactement. C'est exactement ça. Et, je me permets de faire un autre parallèle là, avec les Émirats. Mhm. Tout le monde parle de Dubaï, Oui. mais ce qu'il y a derrière, c'est une construction formidable. Ok. Lorsqu'ils se rendent compte de leur potentiel sur le pétrole, il faut se rendre compte que dans les années 1970, ils n'ont rien aux Émirats. C'est un port de pêcheurs, en fait. Tout le monde vit des pêches. Mais vraiment. Ok. Le pétrole était mal exploité, Mhm. vendu aux Britanniques. Et tu as un homme visionnaire qui vient, qui est Sheikh Zayed, qui dit « Ah non, stop à tous les trucs de pétrole, je vais renégocier. » Les Britanniques disent « Mais tu es fou, tu sais que nous, si on ne te donne pas l'argent, vous allez mourir de faim. » Il dit « C'est pas grave, on va se serrer les ceintures. » Mais il arrive à réunir tous les Émirats derrière lui, Abu Dhabi, Dubaï, faisons front commun et renégociant ce pétrole. Ok. Il stoppe vraiment avec les Britanniques. Parce qu'il faut aller loin dans la négociation Oui. pour faire plier des puissances comme ça. Mhm. Eh bien, les Britanniques plient bagages et rentrent chez eux vraiment, en laissant les usines sur place. Et au bout de quelques années, ils se rendent compte que ça ne va pas marcher. Ils reviennent. C'est pour ça que, lorsqu'ils reviennent, le gars a eu le temps d'organiser toutes les grandes familles. Tout le monde détient une part dans les sociétés nationales. Tout le monde fait de l'immobilier. À l'époque, les terrains, les trucs ne coûtent rien. D'accord. Donc, toutes les familles construisent. Mhm. Et il arrive à vendre le pétrole à 10 fois plus cher que le prix de départ, que le prix qui était en place avant le départ des Britanniques. Ok. Aux Britanniques. Et c'est cette manne financière qu'ils investissent pour développer l'économie. À côté, évidemment, ils avaient compris ce qui allait se passer. Toutes les familles ont investi soit dans des sociétés de distribution, des usines d'eau, ainsi de suite. Et aujourd'hui, absolument toutes les familles sont millionnaires aux Émirats. Incroyable. Je n'ai pas rencontré un seul Émirati, même des petits jeunes, hein, Oui. de 20 ans, Mhm. ils ont déjà quelques millions sur leur compte. Pourquoi? Parce qu'il faut s'en saisir. Oui. S'ils avaient laissé faire, Ils n'en seraient pas là aujourd'hui. Voilà. Et donc, la réalité, c'est que c'est maintenant qu'il faut qu'on commence. Oui. Vous faites bien ce que vous faites de votre côté, parce que l'immobilier, c'est l'un des secteurs principaux Oui. de l'investissement. Les besoins en maison individuelle en Afrique sont évalués à plus de 100 milliards. Parce que justement, du fait qu'on a cette démographie croissante, Exactement. que les jeunes auront besoin de s'installer avec leur famille. J'espère que vous entendez bien là ce qu'il dit. Hein. Pardon. Il faut continuer. Il faut prêcher. Pardon. faut continuer. Mais c'est tout à fait logique. Hein. Les jeunes vont grandir, Tout à fait. vont fonder leur famille et ils ne peuvent pas rester avec les parents. Absolument. Donc, le besoin en une maison individuelle s'accroîtra, mais de plus en plus. Donc, c'est des secteurs sur lesquels il faut aller. Oui. Et c'est des secteurs que si on ne prend pas vite, les Européens viendront prendre rapidement. Exactement. Ok. Et c'est intéressant parce que du coup, il y a une sorte d'analogie qu'on peut faire. C'est très bien parce que je n'ai jamais entendu un banquier ou un investisseur dire « Venez, on va investir sur le marché africain ». Très rarement. Pour l'instant. Pour l'instant. En général, si on va investir sur le S&P 500 aux États-Unis ou sur le Nikkei au Japon. Voilà, le Nasdaq. Exactement. Afrique, non, ils investissent, mais comme tu l'as mentionné, c'est un petit peu... caché, quoi. Voilà, au silence. Mais ils connaissent le potentiel, mais ils ne disent pas, on va dire, à voix haute. Ça, j'ai très bien aimé, parce que, en effet, c'est un point que je n'avais pas remarqué moi-même directement. Et justement, pour en revenir justement à l'exemple que tu as donné avec les Émirats, le fait qu'ils se sont regroupés, ils ont compris l'importance qu'il y avait, le sol, la richesse qu'ils avaient chez eux. Ils ont mis les capitaux ensemble et ils ont commencé à faire et à négocier de manière, on va dire, structurée avec d'autres pays. Souvent, on dit que quand nous, on envoie de l'argent, quand la diaspora envoie de l'argent en Afrique, que l'argent qu'on envoie est mal utilisé. Il y a toujours cette polémique en quelque sorte. On ne sait pas toujours c'est qui a tort, qui a dit quoi ou comment. Oui. Mais je voulais un petit peu savoir ton avis sur ça, enfin, ce que tu en pensais. C'est un grand sujet.
Nous, on parle uniquement de grands sujets. Ah oui, oui, c'est sensible, ultra sensible tout ça. Et surtout de ma position Ouais, en tant qu'acteur de transfert d'argent. ouais. La réalité, effectivement, c'est qu'on a ces deux courants qui s'opposent aujourd'hui. J'ai eu un débat récemment sur un plateau avec un avocat parisien plutôt célèbre, Maître Taboula Mbeko, Ouais, tout à fait, je vois. qui est contre ça. Qui dit Qui compte l'envoi d'argent? Ah ouais, mais je me suis Ok. fâché avec tous mes cousins. Tu me demandes de l'argent, je ne donne pas. En revanche, viens, on fait une société de taxi, tu travailles dedans, tu fais ton argent, petit à petit. Donc, moi, j'aurais tendance à mettre la... Comme souvent, la vérité se trouve au milieu des deux, en réalité. Il y a des cas, quand il s'agit des parents, Oui. quand il s'agit de personnes dans des villages éloignés, où il n'y a pas beaucoup de... C'est la réalité aujourd'hui. Les capitales sont développées, mais pas les villages. Absolument pas. En On les a Afrique. laissés complètement On est d'accord. à leur sort, ouais. D'où cet exode rural massif de plein de jeunes qui viennent travailler dans les capitales. Oui. Et donc, ce qui fait que les gens qui ont besoin dans les villages, très souvent, c'est des besoins alimentaires. Oui. Et donc, même si tu l'as dit, va travailler, en réalité, la capacité de création d'emplois est assez limitée. D'accord. Et pour les parents qui ne sont plus en capacité de travailler. C'est ça. Mais effectivement, au-delà de ces cas-là, c'est vrai que ce ne sera pas irréfléchi de commencer à investir. L'argent, si tu envoies 200 € tous les mois sur un an, c'est vrai que à la fin de l'année, ça te fait quoi? 1,4 million, 6. C'est de quoi fonder une petite entreprise. C'est CFA, j'entends. C'est de quoi fonder une petite entreprise, comme je disais, un taxi, Oui. un truc dans lequel la personne va travailler, a sa dignité, C'est ça. nourrir sa famille et créer d'autres emplois. Et là, on parle de petites entreprises. À côté de ça, en fait, l'économie étant un pan qui se nourrit d'elle-même, il y aura d'autres emplois qui vont se créer, d'autres opportunités d'entreprises qui vont se créer à gauche, à droite. Quand je te parle de taxi, le taximan aura besoin de mécaniciens C'est ça. pour faire tourner, pour faire ce qu'il faut Oui. pour que sa voiture continue. Et à côté de ça, il y aura ainsi d'autres opportunités qui vont nécessiter des gros financements dans lesquels les gens de la diaspora vont pouvoir mettre des fonds pour créer d'autres entreprises, des usines. Et donc, oui, il est en réalité nécessaire d'avoir un changement de paradigme, mais ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Ce n'est pas du tout en tout. C'est pas du, Voilà. Il faut faire ces transitions petit à petit. Ça nécessite sans doute une éducation de nos cousins au pays et faire petit à petit. Ok. Très intéressant, très intéressant. Et aussi, donc, par rapport au franc CFA aussi, donc, je ne sais pas si Oui. il y avait un point également par rapport au franc CFA. On rentre encore dans un sujet piquant. Je suis désolée, mais il faut qu'on parle des vraies choses ici. Il faut qu'on parle des vraies choses. Donc, comme tu sais, le franc CFA, on dit souvent que cette monnaie, il s'agit d'une monnaie coloniale, que c'est un outil de domination occidentale, etc., en Afrique. Est-ce que c'est aussi une excuse que l'Africain se donne pour justifier que le fait que, voilà, que son économie ne se développe pas, qu'il n'arrive pas à avancer? Est-ce que c'est une excuse ou bien c'est totalement justifié de dire que voilà, si on n'arrive à rien, c'est à cause de ça? Ou c'est trop facile? Avant de répondre à ta question, peut-être expliquer comment on est arrivé là. Et c'est qu'on reproche au franc CFA. Ok. Brièvement, lorsqu'on sort de la colonisation, il n'y a pas si longtemps, Non. c'est les années 60. Voilà. Lorsqu'on sort de la colonisation, on est sur des États naissants. Et le principe fondamental d'une monnaie, c'est son acceptabilité et son échangeabilité à l'étranger quand même. Ok. On a beau imprimer les monnaies qu'on veut chez nous, on l'utilise entre nous, si on ne peut pas avoir d'échange avec l'international, sauf si on est des puissances créatrices, qu'on a des usines, qu'on est autosuffisant alimentairement et sur tous les plans. Okay. D'accord? Sinon, à un moment donné, tu as besoin d'échanger ta monnaie avec l'étranger. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à la sortie de ces colonisations, on a des États naissants que les autres États
ne respectent pas ou auxquels les autres États n'ont pas encore confiance. Ok. Pour quelle raison un Japonais aurait accepté un franc malien dans les années 60? Il ne connaît pas le Mali, il n'a jamais entendu parler du Mali en réalité. Ok. Donc, nos dirigeants à l'époque sont contraints de trouver une manière, en tout cas, de rendre leur monnaie acceptable à l'international. D'autant plus que, vous le savez, on n'avait pas d'usine. Oui. On dépendait fortement de l'importation. Oui. Donc, pour que tu puisses importer, il faut que ta monnaie soit acceptée ailleurs. D'accord. D'où cette garantie de la France à l'époque, que la France propose, de garantir les monnaies. Donc, demain, si tu donnes du franc CFA à un Américain, à un Japonais, il l'accepte parce qu'il sait que, La France est derrière. voilà, en quelque sorte, c'est de l'euro. C'était la France à l'époque, Ok. mais depuis le passage à l'euro, c'est toujours le trésor français, mais avec une garantie de l'euro. D'accord. Donc, il suffirait qu'il ramène son CFA pour qu'il puisse l'échanger en euros. Ok. Donc, il est rassuré. Donc, mais ça, c'était les années 60. Est-ce qu'aujourd'hui, légitimement, on n'a pas suffisamment de notoriété, les données statistiques des États, de nos PIB sont connues pour que la confiance puisse se faire directement à nos États? Oui. Telle est la question. Et il faut de la volonté politique aussi pour sortir de ça. Et donc, de toute façon, pour garantir une monnaie, il n'y a pas 10 000 solutions. Soit tu es suffisamment, ta parole est suffisamment respectée, suffisamment connue, ta signature est respectée, comme on dit. Soit tu as suffisamment d'or pour prouver que la monnaie que tu émets est garantie à 100% avec de l'or. Donc, les jours où je ne peux pas vous rembourser, venez récupérer de l'or à la place. Ok. Donc, est-ce que les États africains ne peuvent pas constituer aujourd'hui des réserves d'or dans tous les sens dans les banques centrales pour garantir les monnaies? On a l'avantage qu'on n'a pas besoin d'acheter. On a de l'or dans le sous-sol. C'est ça le pire, en fait. Il faudra l'extraire. Il faudra l'extraire, le mettre en forme, en lingot pour le stocker. Oui. Mais malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Ok. D'accord? Donc, à partir de là, est-ce que c'est une excuse pour le développement? Oui et non. Oui et non. C'est sûr qu'on n'a pas l'autonomie nécessaire pour jouer l'instrument de... comment dire? Pour jouer l'instrument monétaire. On est très, très limité. Hein, d'accord. Par exemple, un pays comme la Chine fait très souvent baisser son taux pour favoriser l'exportation. D'accord. Et c'est un peu ce que Donald Trump essaie de faire avec les États-Unis. Les dollars chutent de plus en plus. Il le fait exprès pour pouvoir permettre d'encaisser facilement les coûts des droits de douane qu'il met en place, mais aussi de favoriser l'export des États-Unis vers le reste du monde. D'accord. Et donc, mais nous, on n'a pas cette possibilité-là, du fait qu'on n'a pas la maîtrise de notre politique monétaire, de notre monnaie. Donc, c'est arrimé à l'euro, je pense, le franc CFA, donc c'est intenable pour la population sur place. Exactement, et la décision doit être validée par Paris pour pouvoir faire n'importe quel ajustement budgétaire. Donc, c'est ça la réalité du jour. Donc, est-ce qu'on est suffisamment prêt et mature pour sortir de là? Moi, je pense que oui. Il y a suffisamment d'experts économiques, financiers pour mettre les institutions qu'il faut en place. Est-ce que le reste du monde a suffisamment confiance en Afrique pour faire confiance à sa signature? Ça dépend des zones. Oui. Mais en contrepartie de ça, pour contrebalancer ça, on peut avoir des réserves d'or ou d'autres monnaies, des dollars. En fait, c'est ce changement de paradigme. Au lieu que ce soit un autre État qui garantit, on peut avoir notre monnaie, mais avoir la réserve, dans nos réserves d'échange, des monnaies d'autres États. Le Maroc a choisi de passer à sa monnaie. D'accord. C'est le dirham marocain. Mais ils ont quand même énormément de dollars américains. Donc, la Banque centrale marocaine a beaucoup d'argent dans la Fed américaine, justement, pour garantir quelque part l'échangeabilité de sa monnaie. On pourra faire la même chose. Donc, il reste quelques années encore, peut-être, mais je pense que ça viendra. Ça viendra. Tout à l'heure aussi, tu parlais justement du fait du changement de mentalité de la population sur place. Il faudrait peut-être un peu éduquer autrement. Il y a justement des gens sur place qui disent que la diaspora vient souvent là avec ses grands sabots pour donner des leçons aux gens sur place. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas?
Alors, j'ai eu la chance d'être des deux côtés. D'accord. Comme je te disais, moi, Oui. je suis né au Mali, grandi au Mali. Tout à fait. J'ai eu mon frère qui faisait ses études ici, qui est rentré maintenant, Oui. qui travaille au Mali. Donc, j'ai été dans l'autre position et maintenant, je suis dans la position Donc, tu es très bien placé pour du répondre à membre de cette la question. diaspora. Maintenant. Alors, effectivement, il y a une différence de mentalité Oui. fondamentale. D'accord? Quand on arrive, ça m'est déjà arrivé à moi-même, hein, quand j'arrive de voir un cousin qui vient de finir ses études, de dire, mais tu as envoyé combien de CV? Je dis, non, mais je n'ai pas envoyé de CV, ça ne marche pas ici comme ça. Ok. Il faut des pistons et tout. C'est leur réalité. Ouais. Nous, en Europe, on est habitué à, tu finis tes études, tu balances ça. des CV partout Oui. et tu arrives à décrocher quelque chose. Mais eux, ils sont tellement persuadés que ça ne va pas marcher qu'ils ne vont même pas essayer. Ok. Donc, et en fait, la même chose se trouve dans plein de domaines. Oui. Quand tu viens essayer d'expliquer à la personne, non, mais au lieu que tu prennes cet argent tous les mois pour nourrir sa famille, viens, on l'investit tout de suite pour faire ces trucs. Bah, il a l'impression d'avoir un donneur de leçons en face. Oui. Parce que tu te bases sur ton expérience européenne pour essayer d'apporter quelque chose, sans tenir compte de toute la réalité, de sa réalité, de son contexte. De son contexte, exactement. Et comme je disais tout à l'heure, la vérité se trouve sans doute au milieu des deux. Donc, il faut arriver à rapprocher les positions. Donc, effectivement, qu'on puisse apporter notre expérience, parce qu'on a des vraies expériences qu'on a eues ici. On a accès à l'information sans doute plus que nos cousins sur place. Donc, arriver à apporter cette expérience sans être dans une position condescendance. Des donneurs de leçons absolues. Il y a un exercice que j'aime beaucoup faire quand je vais en vacances au Mali. C'est d'aller dans les classes de mes amis, les gens avec lesquels j'étais au lycée, qui sont devenus enseignants, et d'aller conseiller les élèves sur leur orientation professionnelle. Ok. C'est hallucinant le nombre d'élèves qui disent, quand tu poses la question, qu'est-ce que tu veux faire demain? Ils te disent des métiers dont ils n'ont quasiment jamais rencontré de spécialistes. D'accord. Voilà. Ils veulent être scientifiques, des inventaires, mais ils pensent que c'est réservé aux Européens. D'accord. Ils ont plein d'ambitions, mais il n'y a personne pour dire, en fait, il faut prendre tel chemin. En fait, si c'est possible, tu peux. Et ça, c'est un exercice que je vous encourage à faire. Quand vous allez en vacances, demandez à la famille, aux amis, si vous pouvez passer dans une classe, et demandez aux élèves, qu'est-ce que toi, tu veux faire plus tard? Vous serez étonné par les réponses, mais vous serez aussi étonné de à quel point ils ont besoin de nos conseils pour s'orienter correctement, pour obtenir cet objectif. D'accord. Moi, je pense de toute façon que c'est un échange. On a vraiment tous les deux, parce qu'eux, ils ont l'expertise du terrain. Exactement. Ils sont là. Nous qui sommes ici, qui voulons investir ou parfois qui voulons même retourner y vivre, on doit s'adapter. Il faut à un moment mettre un peu de côté notre façon de penser occidentale pour se replonger dans nos traditions, quelles sont les valeurs des gens là-bas sur place qui sont parfois différentes de ce qu'on a ici. Totalement. Ça, c'est vraiment très, très important. Si on ne veut pas non plus se faire d'ennemis, entre guillemets, si vous voulez qu'on vous aide, soyez gentils et essayez de comprendre ce qu'ils vivent aussi mais vraiment, sur place. Quoi. Et surtout que la différence fondamentale entre nos deux sociétés, c'est que la plupart des sociétés africaines sont des sociétés qui privilégient l'harmonie collective à l'individualisme. Oui. Alors qu'ici, c'est l'individualisme qui prime. Tout à fait. Ce qui fait que n'importe qui touche à mon droit, j'ai fait un procès tout de suite. Je porte plainte. Oui. Alors que là-bas, on va te dire non. Viens, on va voir sa famille. Mais pour rester dans l'attente. L'harmonie, garder l'harmonie. Garder l'harmonie dans le quartier, dans la ville. Parce que pour eux, l'harmonie prime plus que le plaisir, que le bonheur individuel. Oui. C'est ça la réalité. Et je pense que c'est ça la plus grande difficulté de la diaspora, c'est de comprendre ça. Absolument. Parce que quand on arrive sur le terrain, on veut faire les choses comme on a l'habitude de les faire ici. Oui. On sait qu'on a certaines procédures en place pour trouver telle chose, tel document, si on parle d'immobilier ou autre. On se dit que quand on va aller sur place, ce sera pareil. On va faire les mêmes choses. Et là, on se rend compte justement que la culture, en fait, joue un grand jeu ici. Exactement. Donc, ça, c'est vraiment un point
Un point noté, un point très important. Merci. Ouais. Et maintenant, ce serait bien qu'on parle de la digitalisation. Là, oui, parce que j'aimerais aussi savoir, du coup, parce qu'on a parlé maintenant, hein, on a déjà parlé de la digitalisation en soi, Oui. De la solution que vous apportez, mais comment est-ce que Danapay se différencie en fait d'autres acteurs qui proposent des services similaires? Oui, oui. Donc, je te remercie pour cette question. Effectivement, si l'idée de départ était de faire une solution de transfert, très rapidement, on s'est rendu compte que si on veut que la diaspora, nous, notre leitmotiv, c'est de faire en sorte que la diaspora soit une force économique dans le développement du continent. Oui. Et on s'est rendu compte que si on veut faire ça, le transfert seul ne suffit pas. Donc, pour nous différencier des autres acteurs, et c'est vraiment notre différence fondamentale, il y en a deux, je dirais. C'est qu'on veut être une super app qui va être le one-shop stop de la diaspora. Okay. Tu viens là-dedans, tu as non seulement ta solution de transfert d'argent, mais aussi des opportunités d'investissement. D'accord. On travaille sur ces développements-là. Okay. On fait une levée de fonds en ce moment pour justement pouvoir lancer ça. C'est d'avoir des acteurs immobiliers comme vous qui vont être sur la plateforme. La personne vient, bim, je vais acheter au Bénin, où est-ce que je clique. Il y a un acteur au Bénin là qui est sérieux, qui est reconnu, qui est établi. Je peux acheter avec lui plutôt que d'envoyer l'argent à la famille qui doit acheter le terrain avec toute la difficulté que ça implique. Si l'argent est retrouvé, si les papiers sont bons, etc. Donc, amener ce changement fondamental de mentalité, donc donner cette possibilité à la diaspora d'avoir accès, d'une part, au financement. Parce que si vous voulez aujourd'hui faire un financement en Afrique, essayez d'aller faire un prêt immobilier pour construire votre maison en Afrique. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc, donner accès au financement, donner accès à la solution de transfert et donner accès aux opportunités d'investissement. J'ai parlé de l'immobilier. On négocie aussi avec des places boursières comme la BRVM en Côte d'Ivoire pour pouvoir permettre aux membres de la diaspora d'investir directement sur la bourse. Ça, j'ai entendu que c'était super intéressant. Que c'est bien plus intéressant au niveau des rendements qu'ici en Occident. Absolument. C'est le rendement de 5-10%, mais impossible de le faire depuis ici avec une application. On parlait tout de suite d'investir sur les S&P 500, sur les Nikkei au Japon, tu le fais en dormant depuis ton appli bancaire. Exactement. Aujourd'hui, pour faire ça en Afrique, il faut aller sur place, ouvrir un compte local, créer un compte chez un SCPI et ensuite pouvoir faire son investissement. Et tu ne peux même pas donner d'ordre à distance. Et donc, on veut faire localement. On veut pouvoir digitaliser ça dans notre appli, toujours le même Danapay, qui devient une super app et qui permettra à la diaspora donc d'avoir accès aux opportunités d'investissement. En plus, donc, l'autre point différenciant, c'est qu'on a compris rapidement que beaucoup d'acteurs de la diaspora créent des sociétés ici, ont des interactions avec l'Afrique. Donc, ont des fournisseurs, des prestataires à payer. On fait de plus en plus appel aux tech, aux talents tech en Afrique. Nous, on a tous nos développeurs basés en Afrique. Et pouvoir les payer, ce n'est pas évident. Donc, avant nous, ce que faisaient beaucoup de gens, parce qu'aucun autre acteur à part nous ne propose des comptes professionnels. Donc, sur Danapay, une entreprise peut créer son compte entreprise, payer depuis son compte entreprise pour payer ses fournisseurs sans avoir à aller envoyer chez Western à gauche, faire une note de frais, le passer à la compta, ainsi de suite. Donc, voilà, c'est vraiment ça nos deux points fondamentaux différenciants. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez me dire dans quel pays vous êtes actuellement? En Afrique? Oui. Alors, on couvre déjà toute l'Afrique de l'Ouest, toute la zone UEMOA, plus l'Afrique centrale. Alors, pas entièrement toute l'Afrique centrale, parce que vous savez qu'il y a des disparités en Afrique centrale, mais Cameroun, Gabon, voilà, on couvre pas mal de pays déjà de l'Afrique centrale, mais on continue le déploiement petit à petit. Et pour l'instant, on en est là. Prochainement, on compte aller vers les pays anglophones. En même temps qu'on fait notre expansion vers UK, Canada, États-Unis, tout ça. D'accord. Ici, j'avais une autre question, c'était quel va être le développement, ce que vous voulez mettre en place, mais tu as déjà ici répondu en partie, ou s'il y a encore autre chose à rajouter?
En partie, oui, c'est continuer à déployer d'autres pays, D'accord. mais on a aussi un besoin fondamental de communication. Mhm. Donc, les prochaines actions, ça va être vraiment marketing, D'accord. communication. Parce que quand je rencontre des acteurs de la diaspora, Oui. ils disent votre solution est géniale, mais Oui. vous ne connaissez pas. On n'a pas entendu parler de vous. Donc, je vous remercie pour cette invitation qui va faire que déjà votre audience va nous découvrir. Oui. Mais au-delà de ça, on doit communiquer, Mhm. faire du marketing. Oui. Mais les gens ne se rendent pas compte, c'est des choses qui coûtent cher. Donc, Le oui, marketing, ça, ça coûte cher. exactement. Donc, on fait justement une levée de fonds là Mhm. pour pouvoir lancer ça. D'accord. Donc, 2025, communication à fond. Communication. Il faut que les gens soient au courant de ce genre de Oui. service. Parce que c'est vraiment top. Merci. Retrouver sur une même plateforme la facilité pour faire le transfert, des possibilités d'investissement, rentrer à la bourse en Afrique. Les gars, c'est vraiment ça. J'en ai déjà entendu parler que c'était vraiment quelque chose qui marchait. Donc là, avoir ça, la possibilité de le faire sans être sur place, devoir ouvrir des comptes, etc., et puis toutes les complications qu'on peut avoir, c'est top. C'est vraiment top. Et Je en te plus, remercie. fait par des Africains. Je veux dire, on demande quoi? Les gars, il faut soutenir, non? C'est le début, hein, le S&P 500. Là, petit à petit, on crée justement des ponts pour créer notre S&P 500 africain. Exactement. Petit à petit. Donc, Exactement. C'est vraiment en tout cas un super projet, qui Merci. est plus qu'un projet puisque c'est matérialisé maintenant. Donc vraiment, je souhaite que ça continue simplement à avancer parce que c'est vraiment top. Merci. C'est Merci. vraiment top. Merci beaucoup. Comme vous avez dit, hein, que les gens nous soutiennent, Oui, des clients, ceux qui ont la capacité d'être investisseurs aussi, Mhm. n'hésitent pas, Oui. parce que les entreprises ont besoin de financement pour Exactement. grandir. oui, Et bravo à vous aussi pour ce que vous faites. Merci. C'est top. À la fois ces podcasts Mhm. qui donnent de la lumière, mais Oui. aussi qui permettent d'évoquer des sujets oui, qu'on n'a pas la possibilité d'évoquer souvent. oui. Des sujets traités en profondeur, mais aussi sensibles. Donc, vous avez Ça t'a marqué, ça. C'était trop piquant. vous avez les dons c'est des des... sujets où on pourrait encore faire 100 épisodes dessus. Oh là 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 Il y aura là. toujours un épisode. On va se fâcher avec tout le monde, les gars. Mais non, il faut parler des choses. Si c'est juste là pour être lisse, qu'est-ce qu'on apporte, quoi? Donc non, il faut parler des vraies choses. Il y a des choses qui sont complexes, mais je pense il faut savoir les aborder toujours dans le respect. Chacun son avis, il n'y a pas de souci. Effectivement. Mais voilà, il faut pouvoir parler de tout, je pense. Et que les gens comprennent que quand on veut acheter de l'immobilier désormais, Mhm. il faut éviter d'envoyer à la famille. Il faut passer par des acteurs établis qui ont l'expertise. Exactement. La petite marge supplémentaire qu'on paye, Oui. c'est le travail que la personne fait C'est qui ça. est payé. Mhm. Le travail intellectuel doit être rémunéré. Oui, Et c'est une sécurité, c'est une assurance pour plusieurs années. c'est ça. Exactement. Et comme tu viens de dire, la différence qui est payée en plus, mais ça compense tellement les erreurs qu'il pourrait y avoir. Exactement. Si tu as déjà payé ton terrain, tu te rends compte que le terrain n'est même pas la personne qui te l'a vendu, tu payeras bien plus pour essayer de rattraper ça qu'autre chose. Donc Oui. voilà, je pense que le choix est vite fait. Exactement. Et il faut encore une fois aussi que au niveau de la diaspora, avoir cette entraide. J'ai l'impression que c'est compliqué, les Africains, de se soutenir, de faire les choses ensemble. Ça, il faut vraiment que ça, Faut que ça va que venir. ça change aussi. Ça commence à venir. Ouais, ça vient déjà. Ça hein. change. Ça Ouais, change, ouais, 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 ça ouais. commence à venir. Je le remarque aussi, ouais. Exactement. Ouais. Donc voilà. Et pour terminer, Oui. tu résumerais du coup le sujet qu'on a abordé comment en 3 mots? 3 mots que les gens doivent retenir, selon toi. 3 mots-clés. De 3 notre mots-clés. discussion ici. Entrepreneuriat, Ok. Mhm. l'audace, confiance en l'avenir. Confiance Ok. en l'avenir. Voilà. Ok, tout à fait d'accord. Donc, sur ces 3 mots, justement, merci à toi, Demba, donc d'avoir participé à ce podcast, à cet épisode. Oui. Très intéressant, et parce que les sujets qu'on a abordés, certains sujets qui sont certes, on va dire, touchy, mais je pense que c'est le genre de choses où les personnes sont justement intéressées de comprendre un petit peu les avis. Ouais. Parce que tout le monde peut avoir un avis sur certains points. De manière générale, ce qui est important, selon moi, c'est de commencer à en discuter, et pas de commencer à en discuter, on en discute. Effectivement. Et c'est de cette manière-là qu'on arrive justement à des solutions. Effectivement. Mais en tout cas, un grand merci à toi. Oui. Où est-ce que Merci à les gens qui seraient intéressés peuvent retrouver Nanapay Sur notre site danapay.com,
Ok. www.danapay.com ou sur nos applis Android ou iOS à Danapay Transfer. Ok. Nickel. On remettra de toute façon tout ça en commentaire, en description, Exactement. donc vous n'allez rien louper. En effet. Ah, parfait. En tout cas, je te remercie à toi d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Donc, si tu as aimé cet épisode, donc n'hésite surtout pas encore une fois à liker, mais plus important, à t'abonner et à partager en masse. Donc, voilà. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao. Salut! Oui.